La dyspraxie visuello-spatiale affecte la façon dont le cerveau perçoit l'espace, organise les gestes, les repères visuels et certaines tâches du quotidien. Lorsqu'elle est combinée à un TDAH, cela peut rendre la vie encore plus exigeante, autant émotionnellement que mentalement. Aujourd'hui, Marie-Ève a accepté de venir nous parler de son vécu avec authenticité et courage pour nous aider à mieux comprendre cette réalité de l'intérieur, au-delà des masques. Donc, merci Marie-Ève d'être avec nous autres aujourd'hui. Bien contente de faire ta connaissance, c'est cool. Pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi? Puis là, je vais le lire parce que j'ai de la misère, de la misère à le dire. Il est difficile à dire. Oui, le dyspraxie visio-spatiale. OK. Ben, pour commencer, ça s'appelle la dyspraxie. Même moi, j'ai de la misère à le dire. C'est visuello-spatial. D'accord. Ensuite, ça change de terme selon la littérature avec le DSM-5, qui est la grosse bible psychiatrique. Puis, l'autre terme que tu pourrais le trouver, qui est un peu plus simple à dire, c'est trouble neurodéveloppemental de l'acquisition ou TDC. OK. Puis, là, dans les autres appellations qu'ils vont donner, c'est trouble d'acquisition ou des apprentissages. OK. Puis l'abréviation, c'est TSA, mais ça n'est pas le trouble spécifique de l'autisme, mais ça rentre un peu dans cette famille-là. Ah, OK. Ah, c'est intéressant. Fait que, en gros, c'était quoi les premiers signes dans ton enfance? Ben, je vous dirais que dans mon cas, moi, ça a été difficile à s'en rendre compte parce que mon diagnostic s'est fait tardivement, dans le sens que j'ai vécu de l'errance diagnostique. Les gens, à mon époque, moi, je suis née en 1977, puis j'ai appris mon diagnostic par un neuropsychologue à l'âge de 44 ans, du privé. Et si j'attendais mon diagnostic au public, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il y a une pénurie de personnel, là, de neuropsychologues ou d'ergothérapeutes là-dedans. Moi, ce que je crois, c'est que j'ai échappé un petit peu au système dans le sens que mes parents, les deux, sont dans le domaine de la santé, dont mon père, que c'est un psychoéducateur. Fait que je pense qu'avec les outils qu'il m'a donnés, ça fait qu'il m'a aidé à prendre confiance en moi, à avoir une meilleure estime de moi. Ben, ça fait que quand je suis allée à l'école normale, ben, je détonnais un petit peu des gens par rapport à ça parce que j'étais un enfant qui était catégorisé comme maladroite, bouc-émissaire, comme un enfant qui était dans l'une, qui avait beaucoup d'obstination puis de justification. Un des souvenirs que j'ai à la maternelle, là, que moi je trouve que c'est drôle que c'est comique un peu, là, c'est, tu sais, quand on dit qu'on s'ostine beaucoup puis qu'on justifie beaucoup, puis c'est un peu, moi je dirais que c'est plus un décalage social. Euh, le prof, des fois, tu sais, dans la classe, il me demandait d'épeler des mots, tout ça. Puis, il fallait que j'appelle à un moment donné, je pense que c'était le chiffre 7. Puis, moi, dans ma tête, 7, ça s'appelait S-E-P-E-T-E-R, C-P-T. OK. Puis là, elle dit non, elle dit c'est pété. Puis je me suis ostinée pendant 10-20 minutes, que ça m'a valu une petite retenue de 5 minutes pour me calmer. Sinon, tu sais, dans les moments que j'ai, que je trouve qui sont drôles aussi, c'est que j'ai des orteils. Tu sais, normalement, les gens, là, je vais prendre ma main, on a des espaces entre les 5 orteils. Moi, mes 2 orteils, comme la peau est collée entre les deux. Ouais. Puis à un moment donné, ben, on a des cours d'éducation physique, des choses comme ça. Puis une petite fille, elle regarde mes pieds, elle dit ah, tes pieds sont pas normaux, t'es différente, ta. Moi, je dis voyons donc, c'est toi qui es différente, c'est pas moi. Puis je m'ostinais. Ben, à l'époque, je savais pas que je faisais de la dyspraxie visuello-spatiale. Puis là, depuis que j'ai eu mon diagnostic, ben, de ce que j'ai découvert, ben, je suis en train de faire des recherches là-dedans. J'ai fait des bibliothèques vivantes, puis je sais que c'est accompagné d'un trouble d'anxiété généralisée, plus un trouble déficitaire de l'attention, en plus d'un trouble visuel. Okay. Fait que je suis full équipe, puis dans 50% des cas, c'est ça. OK. Puis, dans le fond, à quel moment que tu as compris que ton cerveau, il fonctionnait différemment? Ben, je vous dirais que moi, j'étais probablement inconsciente, probablement, parce que je ne m'en rendais pas compte. Moi, dans ma tête, c'était les autres qui n'étaient pas normales. Moi, j'étais normale. Ouais. Et je pense que c'est suite à un commentaire de mon frère qui n'était pas nécessairement méchant, mais que je pense que c'était sa façon à lui de dire hey, ma soeur est différente, arrêtez de la couvrir, puis de la mettre dans la boîte ou des choses comme ça.
Parce que moi, j'étais l'enfant un peu bobli. Je voyais le monde un peu, tu sais, à des licornes, c'était beau, tu sais, c'était cute. Le mauvais, je le voyais pas, j'avais pas de filtre. Tu sais, oui, il y a des troubles moteurs, mais il n'y a pas juste le trouble moteur, il y a le trouble aussi de, tu sais, c'est comme dans ma tête, c'est bien clair, mais de le verbaliser clairement, c'est une autre histoire. Ouais, ouais, je comprends. Un peu, ça doit être la même chose aussi, un peu avec tes émotions, dans le fond. Oui, il y a de la difficulté au niveau de la régulisation des émotions. C'est un petit peu plus, c'était plus intense sans médication. Avec une médication pour le TDA, c'est moins pire. Par contre, les choses qui ont été palliées au départ, ça a été plus l'aspect anxiété sociale, intimidation à l'école. Mais ça, c'était vraiment parce que je détonnais. Par contre, là où je me trouve chanceuse, c'est que moi, j'étais bien entourée. Tu sais, j'ai une famille qui est proche, j'ai un bon soutien familial. Puis ça, c'est le côté que j'appelle ça, tu sais, des espaces sécuritaires, là, comme l'organisme qui nous reçoit, là, la Ludothèque de Charlebourg, ben, c'est un projet de participation citoyenne collective. C'est des milieux dans lesquels je me sens bien parce que c'est des gens qui sont ouverts d'esprit, puis c'est là-dedans que tu sais, je déploie mes compétences. Tu sais, Dagobert et compagnie, c'est tous des organismes tu sais, qui font beaucoup pour justement sensibiliser les gens à la différence de ce qu'est la dyspraxie versus TDC, là, parce qu'ils disent d'utiliser les deux termes. Fait que là, en ayant les deux termes, ben, ça permet aux gens un peu de se trouver et se connaître un peu davantage. Puis le, même si c'est en France un petit peu plus connu, ben Enzo Puech, je trouve que ça vaut la peine de le mettre de l'avant parce que c'est des clips avec l'intelligence artificielle. Okay. Puis ça montre des beaux modèles positifs. C'est genre, c'est lui qui fait les chansons, c'est lui qui fait les clips. Ça ressemble un petit peu à ton... comment tu appelles ça? Ton, tu sais, ta chanson que tu as faite là, pour Au-delà des masses, là, ben, c'est un peu, okay. un peu la même type de fonctionnement, mais là, tu vois, là, la dyspraxie, ça vient d'être une bourde. Là, tu sais, je cherche le nom de comment ça s'appelle. À l'école, quelles tâches qui étaient les plus difficiles pour toi? Ben, c'est encore le cas parce que un des mythes que la dyspraxie met de l'avant, c'est des gestes automatiques pour les gens comme, mettons, attacher les lacets. Okay. Les gens vont me dire, hey, tu sais pas faire tes boucles, comment ça se fait? Tu sais, c'est des choses qu'à un moment donné, avec le temps, on finit par faire avec automatisme. Moi, je suis rendue à ma 20e paire de lacets détachés, toutes décalifiées, un peu n'importe comment. Découper, colorier, c'est des choses qui sont difficiles. Boutonner, c'est la même chose. Je peux être désorganisée dans mon rangement. Moi, j'appelle ça un rangement désordonné. Ouais. Mais pour ma mère, c'est pas assez. Ben, je dirais pour ma mère et mes parents, c'est pas assez propre. Mais moi, elle dirait que je suis brouillonne, en fait. Ouais. Puis dans les matières que j'avais beaucoup de difficultés, c'était la géométrie pour la manipulation des outils, les mathématiques. Mais eux, ils ont le souvenir que je suis bonne. Moi, j'ai pas le souvenir que je suis bonne. Les autres enfants réagissaient comment face à tes différences? Si on part des années 1977 à 1979, la santé mentale, c'était pas quelque chose qui était mis de l'avant. C'était quelque chose qui était beaucoup caché, même avec un père dans le domaine. Puis, comme j'ai expliqué tantôt, mon frère, lui, se rendait compte que j'étais différente, mais je pense que mes parents ils ont voulu miser plus sur mes forces que sur mes faiblesses. Puis avec l'épisode que j'ai parlé d'intimidation quand j'étais jeune, ben, ils ont travaillé beaucoup plus l'estime de soi. Ils m'ont permis d'aller voir plusieurs spécialistes. Puis mon frère, qui est vraiment proche en âge, je me rappelle, là, lui, il ne se rappelle pas de ça, mais s'il y avait des gens qui n'étaient pas fins avec moi, puis c'est arrivé une ou deux fois, je me rappelle qu'il m'avait défendu, puis solidement. Ouais. Puis il a comme un peu dit à mes parents, ben garde, c'est beau de vouloir la protéger, mais à un moment donné, il va falloir qu'elle apprenne à vivre dans le vrai monde. Là, c'était pas dit exactement dans les mêmes mots, mais c'était le message qu'il voulait envoyer. Là. Est-ce que les enseignants, ils comprenaient tes difficultés, les professeurs, tout ça, ils te donnaient une chance ou... Ben, en fait, je sais pas pourquoi, mais moi, j'étais bonne académiquement, mis à part peut-être dans les arts plastiques puis dans les mathématiques. Puis une des difficultés que je suis censée avoir, qu'on me disait, c'était au niveau de la lecture.
Moi, ça n'a pas été mon cas, mais ça, je pense que c'est parce que mon père, c'est quelque chose qui mettait de l'avant. OK. Puis, ben, je dis mon père, là, mais souvent, c'était ça. Si on faisait des activités, on allait à la bibliothèque. Fait que c'est quelque chose que j'ai développé avec la patience puis la pratique. Puis, si je parle de mes professeurs, je sais qu'ils ont soulevé quelques difficultés, tu sais, au niveau de la coordination, des choses comme ça. Mais c'était pas des choses qui étaient connues parce que les diagnostics qu'on parlait plus à l'époque, c'était TDA. Mm. Ben même pas TDA, c'était TDAH. J'étais même pas encore rendu TDA. Ouais. Puis les professeurs, ce qu'ils disaient à mes parents, c'était ben votre fille est intelligente, ça va bien, elle est bonne dans ses matières, mais socialement, c'est pas trop ça. Là, fait que ce qu'ils conseillaient à mes parents, c'est de m'inscrire dans des camps de jour. Un que je suis allée, là, ça n'existe plus, mais ça s'appelle Naturibas. OK. Puis le patron de Charlevoix. Puis je pense que c'est là que j'ai développé plus mes acquis sociaux. Par contre, j'avais des cousins et des cousines, puis avec eux, ça allait, ça OK. se passait bien. Et à un moment donné, ben, je me faisais garder avec mes cousines, que c'est des jumelles presque identiques. OK. Puis à un moment donné, ma tante a dit bon, ben là, il faut que je sorte avec ta mère. Fait que là, vous allez vous faire garder par Ricky. Puis moi, je me suis cachée dans une chambre parce que je pensais que Ricky c'était un chien, puis je ne voulais pas me faire garder par un chien. Fait que c'est le genre d'affaire que, tu sais, des fois, la logique n'est pas toujours là. Puis là, mon frère il me regardait, il me dit voyons, ça ne donne pas de bon sens. Tu sais. C'est le genre d'affaire que je peux faire. En même temps, le nom Ricky, c'est ça. ça porte un peu en confusion. Comment que les adultes réagissaient à tes difficultés à l'époque? Ben, je pense que ils ne savaient pas comment interagir dans le sens que c'était pas connu. Okay. Puis ce qu'ils étaient capables de voir, c'est que j'avais comme des troubles de coordination, c'était dit dans mes bulletins. Par contre, les niveaux, sport d'équipe, c'est pas moi. La gymnastique, c'est pas moi. Attraper un ballon, le lancer, ce genre d'affaires-là, t'aurais beau me le montrer 10, 15, 20, 25 fois, même 1 million de fois, je ne l'aurais jamais. Okay. Puis peut-être une fois, là, la chance du temps, c'est pas mal ça. OK. Fait que c'est le genre de truc au niveau de l'éducation physique que j'avais de la misère à faire. Là. Faire des pirouettes, sauter sur les tremplins, les trucs de gymnastique. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit que j'étais bouc émissaire, fait que l'évitement, ça me connaissait. Quand j'avais une chance de me sauver dans un sport, je m'en sauvais. Ouais, c'est ça. Je pense que je me fondais un peu dans la masse, mais le fait que je répliquais, puis que je réfléchissais pas, puis que j'avais pas de fil, ben, j'étais pas mal du tac au tac. Là. Ouais. Un peu comme l'émission Provinciale, là, ben, c'est l'image qui me vient, là, mais je trouve que ça ressemble un peu à mon enfance là, au niveau scolaire. OK. Y a-t-il une phrase de ton enfance qui t'a particulièrement marqué? Quelque chose que tu te faisais dire ou... Ben, ma mère, c'est une chose qu'elle disait souvent, puis je pense que c'est autant ma mère que mon père, là, c'est tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Là, ma mère, elle dirait que oui, c'est vrai qu'elle dit ça, mais je ne l'applique pas. Elle dit c'est bien beau de le dire et de le retenir, mais à un moment donné, il faut le faire. C'est ça. Comme je disais, j'ai la tête dure, fait que là, ça me met à la preuve. Puis elle t'a marqué pourquoi cette phrase-là? Ben, je pense que les bouts où je manquais de confiance en moi, c'est une façon d'avancer, d'aller de l'avant, puis de prendre confiance en moi. Puis mon père me disait, ben garde, mets de l'avant tes forces, va pas trop dans tes faiblesses, essaie pas de mettre trop le négativisme de l'avant. Mais quand on ne sait pas ce qu'on a, ben, on cherche. Fait que c'est vrai que moi, le négativisme était un peu plus présent. Par contre, ça c'est pas eux qui m'ont appris ça. Ça, c'est moi, la force de faire des cours de développement personnel, des cours de communication non violente, d'avoir étudié en psychologie, sociologie. C'est des choses que j'ai développées avec le temps. Puis c'est le côté que je trouve qui est positif là, de la pandémie, c'est que ça a permis justement à démontrer des aspects qui sont un peu plus cachés, comme, mettons, Ami Télé, la télé qui inclut tout le monde. Après ça, il y a le projet VDE, Vieillir en diversité puis en équité.
L'autre truc, ben là, je parlais de la bibliothèque de Charlebourg, ça c'est des... je trouve que là, de plus en plus, ça rouvre vers des trucs qui sont plus axés sur l'équité, la diversité, puis l'inclusion. Puis c'est des choses qu'on voyait moins de l'avant, puis ça, je trouve que c'est une belle percée pour nous. Une que je trouve qui fait beaucoup là, avancer la santé mentale, c'est Marc-Claude Barrette avec son podcast Ouvre ton jeu. Elle a fait ce qu'on appelle des masterclass gratuites avec Marcia Pilote. Puis il y a un bout que je trouvais qu'elle disait que c'était intéressant, là, puis je la cite. Elle disait qu'on était dans une société où on était plus axé sur le faire que le savoir-être. Puis je pense que la force justement des neurodivergents, c'est que nous autres, on est plus axé sur le savoir-être. Puis que dans le fond, on apprend différemment, mais qu'il faut saisir ces trois opportunités-là. Puis elle parlait, tu sais, mettons, d'ouverture. Je me rappelle plus exactement tout, là, mais je pense que c'est ça, ouverture, opportunité, puis de saisir les occasions. Puis c'est pour ça que j'ai pris le temps de te rencontrer. Puis, c'est sûr qu'au début, j'étais un peu réticente parce que c'est pas quelque chose que je suis habituée de faire. Je le fais de façon plus informelle, mais c'est pas quelque chose que je veux. Ce qui faisait peur, c'était plus de le diffuser sur les réseaux sociaux. Mais ce qui m'a mis en confiance, c'est le fait d'avoir une pré-entrevue. Puis, avec les discussions qu'on a eues, ben moi, ça m'a mis en confiance. Puis là, sur les aspects que je parle, moi, je parle plus l'aspect social, scolaire. Par contre, s'il y en a d'autres qui ont envie de le faire, puis qui sont un peu dans le même cas que moi, ben gênez-vous pas pour le faire parce qu'on est bien accueillis. Le but, c'est de mettre les belles choses de l'avant, puis c'est ça que je trouve intéressant là, par ton podcast. Ah, t'es bien fait, merci. Ça fait toujours du bien à recevoir. Pour les gens qui ne connaissent pas la dyspraxie visuello-spatiale, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Comment tu décrirais ce que ça fait de vivre avec ça au quotidien? Ben, je te dirais que moi, de mon côté, je ne m'en rends pas nécessairement compte, dans le sens que c'est plus les remarques des autres ou le jugement des autres. Moi, c'est ce côté-là que je trouve qui est plus difficile, c'est d'avoir des remarques qui fait oh, elle fait exprès, elle n'est pas intelligente, elle est maladroite, elle est dans l'une, ou elle s'invente de quoi. C'est pas on s'invente de quoi, c'est pas un fait qu'on n'est pas intelligente. On le voit là, dans mon discours, je suis capable de parler correctement. Mais c'est l'aspect qui est mis plus de l'avant, c'est plus l'aspect moteur, là, comme attacher les lacets, les boutons, découper ces affaires-là. Par contre, l'aspect réflexion, parole, ça, c'est mis un peu moins de l'avant. Okay. Puis, quand je faisais là, des jokes tantôt, ben c'est ça. Moi, c'est des codes sociaux que les gens vont comprendre. Moi, c'est des affaires que je vais comprendre un petit peu moins bien. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que la personne, quand elle va m'expliquer une directive, j'ai besoin que ça soit clair, précis et cohérent. Si tu me dis, mettons, range un livre, c'est pas assez précis pour moi. Faut que tu me dises, range tel livre dans la bibliothèque, là, je vais te comprendre. Mais si tu me rajoutes une consigne à côté, là, je te comprendrai pas. Fait que, tu sais, c'est dans les affaires aussi que je peux avoir aussi, c'est de perdre des objets assez régulièrement. Okay. Ou, tu sais, au niveau de la réflexion, tu sais, il y a des évidences pour les gens qui le sont moins pour moi. Okay. Je vais prendre l'exemple, là, mettons, de l'air climatisé. J'ai un air climatisé dans ma chambre chez moi. Moi, j'ai ouvert la porte patio. N'importe qui penserait de fermer la porte patio. Moi, je n'y pense pas. Je dis, mon père, il fait chaud, ça n'a pas de bon sens dans mon appartement. Je ne comprends pas pourquoi. Ben, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, la porte patio n'est pas fermée. C'est bien normal, tu es en train de te faire cuire. Ah, OK. Fait que là, je fais, ah, OK, là, je comprends ce que j'ai fait de travers. Sinon, dans les autres choses que je trouve qui sont un peu drôles, j'avais de la difficulté à distinguer ma gauche de la droite. Ouais. Après ça, j'ai l'aspect aussi qui est visuel, mais ça, j'en parle moins parce que c'est quelque chose que j'assume un peu plus avec le temps. Okay. Mais ce que je me rends compte, c'est que l'aspect physique est un peu plus accepté que l'aspect en santé mentale. Puis là, je vais citer ma nièce, c'est une réflexion qu'elle a faite que moi, je trouve drôle. Tu sais, ma tante a dit, même avec ton œil croche, là, je t'aime pareil.
Puis là, moi, ça me fait rire. Puis là, sa mère, elle dit, ben voyons, elle dit, on dit pas ça. Fait que là, moi, je la regarde, j'ai dit, ben non, j'ai dit, c'est normal, là, tu sais, ça fait partie de moi. Puis, tu sais, j'aime bien mieux qu'elle soit directe, franche et honnête, mais il y a des gens qui vont prendre 10 000 tétos parce qu'ils ont peur de te blesser. Mais elle, c'est pas je ne te blesse pas, je te dis que je t'aime. C'est ça, exactement. Tel que t'es, puis je te prends de la manière que t'es. Puis la nonne, là, moi je l'appelle la petite nièce de feu avec mon petit boudin, ils vont se reconnaître. Elle a dit, ben moi, elle dit, quand je vois quelqu'un de différent, je la laisse pas toute seule, puis je l'accompagne. L'autre, il dit, ben moi aussi, je fais attention. Puis, je trouve qu'ils ont des belles valeurs, qu'ils sont diplomates. Je me sens pas différente auprès d'eux. Puis c'est la même chose autant pour mes belles-sœurs que mes beaux-frères. Ben, mes belles-sœurs plus, là, parce que j'ai juste des frères. C'est là où je me trouve chanceuse parce que pour une de ma tante, je les vois plus souvent que ma tante les verrait normalement. Je les vois pas juste à part de Noël, tout ça. Puis, ils font pas à semblant de m'aimer. On va pas te voir parce que c'est obligé. Là, on va te voir parce qu'on t'aime tel que t'es. Fait que ça, je trouve ça bien. Est-ce que la fatigue mentale, c'est quelque chose de fréquent? Moi, j'appellerais pas ça de la fatigue mentale pour moi. Moi, ça me touche un petit peu moins fatigue mentale. Je suis plus quelqu'un qui a besoin d'avoir un cadre clair. Quand c'est trop rigide, j'aime pas ça. Puis quand c'est trop souple, c'est pas bien. Je suis pas bien dans cet environnement-là. Par contre, ce qui va me fatiguer, c'est tu sais, quand je disais que je voulais être compris de façon claire, concise et cohérente, c'est là que ça va devenir une fatigue mentale. Il faut que je te demande d'être comme ça avec moi, mais je ne suis pas capable de le verbaliser comme du monde. C'est là que je vais avoir plus de fatigue mentale. C'est plus au niveau de mes émotions. Quand que je sens que la personne a un mur et qu'elle ne peut pas comprendre, là, c'est là que je vais me fatiguer. Puis à un moment donné, je vais finir par dire comme elle, juste pour acheter la paix. Parce que je pense que de la manière que je m'exprime fait que les gens peuvent penser que je cherche à les attaquer, alors que pour moi, ma manière d'argumenter et de justifier, c'est plus je vous demande des clarifications. Sauf que de la manière que je le fais, c'est pas nécessairement compris et entendu comme ça. Le truc que j'ai trouvé avec le temps, c'est même si la personne elle trouve ça tannant, je préfère, puis tu le fais souvent avec moi, puis c'est la meilleure façon de me comprendre, c'est de me reprendre ou de reposer la question pour s'assurer que j'ai bien compris. Mettons, tu me donnes une directive, est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Ou écoute ce que je te dis, là, pour moi, je vais comprendre, plutôt que quelque chose qui est plus autoritaire, ça, non. J'aime ça être vue un peu de ma manière maladroite, de la manière dont je suis. Puis, dans les autres organismes aussi, là, que je parle de participation citoyenne collective, il y a une maison d'édition à laquelle j'ai participé, que ça s'appelle les éditions Librides. Puis là-dedans, je fais partie d'un comité de première lecture. Donc, on sélectionne des livres qui sont propres à la santé mentale. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime. Le Pavois de Québec aussi, c'est ce que j'appelle là, un genre de milieu de vie dans lequel je me sens bien et que je participe à leurs activités. Puis dans ces environnements-là, ben, c'est là où je vais développer plus mon social parce que c'est pas dans un... Il n'y a pas, disons, d'enjeu professionnel. Il y a plus, j'ai juste à être moi et avoir du plaisir. Puis c'est là où je vais développer mes habiletés plus sociales. Est-ce que tu as appris à masquer certaines difficultés pour être capable d'être accepté? Oui, j'ai masqué des difficultés depuis très longtemps. J'ai parlé de l'évitement. Donc, quand je dis que je me sauve de lieux sociaux dans lesquels je suis plus ou moins à l'aise, mettons dans un party de famille, à un moment donné, je me tannais, puis j'allais dans une chambre en haut, puis je lisais des livres. Puis après ça, hey yo, faut que tu viennes, là, c'est le temps de revenir. Ah non, 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 tu peux me répéter ça 5-6 fois, puis ça, c'était des choses comme ça. Ça, je parle niveau familial. Je parle niveau scolaire, ben, quand je me sentais pas à ma place, ben, je me trouvais des lieux où je pouvais me cacher parce que ça ne me tentait pas de me faire... comment je dirais ça? J'avais pas le coup de me faire brasser par du monde qui m'aimait pas, ça me tentait pas. Fait que je trouvais des alternatives de fuite.
Fait que je pense que mon masking a été tellement bien fait et tellement bien mis d'avant que probablement c'est pour ça que mon diagnostic s'est fait tardivement. Là. Pourquoi la dyspraxie visuello, je vais dire au complet, Ouais, visuello-spatiale tu peux dire TDC aussi, c'est plus simple. a été des... Hey, merci, ben oui. OK, fait que pourquoi la TDC est-elle souvent peu connue? Il y a différentes intensités dans ces types de dyspraxie-là. Tu peux l'avoir d'intensité légère, modérée et sévère. Dans mon cas, il est d'intensité légère. Donc, quand il est d'intensité légère, on a tendance à faire du masking puis de l'ombrage diagnostique. Puis souvent, ça doit être. Souvent, on est classé, disons, dans la mauvaise catégorie. Souvent, on va être confondu à une personne TPL, Asperger, de la douance, HPI. Et moi, dans mon parcours de stigmatisation, ben, j'ai été classée dans tout sauf dans ça. OK. Que ça a compliqué mon diagnostic. Fait qu'il a fallu que j'aille au privé pour démêler tout ça parce que là, j'en avais trop. Puis tantôt, je vous ai mentionné Dagobert et compagnie. En fait, c'est un programme du CIUS de l'Estrie qui pallie justement à faire connaître ces difficultés-là, mais ce modèle-là n'existe pas à Québec, mais il existe en Estrie. Donc, il faudrait faire un copier-coller là-dedans. Puis, une des façons de le voir, puis là, c'est quelque chose qui est en développement là, quand je parlais du projet VDE et tout ça, c'est que les ergothérapeutes devraient faire ces évaluations-là au primaire, mais ça n'existe pas actuellement. Donc, tout le processus qu'on fait, mettons, pour, je vais prendre l'exemple, autisme majeur ou SQDI, tout ce chemin-là qui a été fait par eux, la dyspraxie n'est même pas rendue là. C'est quoi qui t'a poussé à chercher des réponses? Ben, le fait de me faire marteler que j'étais différente, d'avoir des échecs professionnels à répétition, de me faire montrer tout le temps le même chemin professionnellement, d'avoir tout le temps ces difficultés de communication-là. Combien de temps il t'a fallu pour obtenir un diagnostic? Ça a été long? Oui, ça a été long. J'ai été sur une liste d'attente au privé pendant 1 an ou 2 ans au total, je crois. Puis, après ça, si je calcule les évaluations, peut-être sur une période de 3 mois à peu près. Okay. Puis là-dessus, il faut que tu calcules une rencontre avec les parents, avec la fratrie, pas toujours, mais dans quelques cas. Puis moi, il a fallu que je paye parce que si j'attends au public, le dossier il dort encore. Ouais, puis je l'ai su à 44 ans, puis là, j'en ai 49. Comment tu as vécu ton diagnostic? Ben, je dirais que j'étais contente de savoir où j'en suis, puis de faire de la sensibilisation, puis je veux mettre de l'avant plus le côté positif, parce que la société n'est pas rendue à cette étape-là de... Elle dit que oui, mais il faut que tu rentres quand même un peu dans le cadre. Si tu ne rentres pas dans le cadre, l'expression qui me vient, là, c'est... T'as comme un pied en dedans, un pied dehors. Tu te sens souvent en déséquilibre. C'est souvent ça, puis faut que tu rentres dans les rangs, même si c'est ton rang, c'est pas celui qui est mis de l'avant. Comment s'est déroulée ton évaluation de la dyspraxie? Ben, en fait, je suis allée rencontrer une neuropsychologue. Elle m'a fait différents tests. Il appelle ça des bilans psychologiques, des tests Rorschach, des affaires comme ça. Là. Je ne me rappelle plus tous les noms de tests, mais je sais que c'était des trucs, mettons, des casse-têtes, d'évaluer des sons, des ci, des ça, parce que j'étais tellement mis dans tellement de cases que j'ai fait un paquet de tests que là, je ne me rappelle plus des noms, là, il y en a eu beaucoup. Au niveau des femmes, je pense qu'on est bonne pour masquer nos différences. Puis c'est là où je trouve que c'est lourd et que c'est épuisant parce que c'est beaucoup de démarches avant d'avoir des réponses qui nous conviennent. Puis de savoir, ça vaut-tu la peine que j'aille jusque-là ou pas. Puis un des aspects que je trouve qui est un petit peu dommage, c'est que la dyspraxie visuelo-spatiale, c'est un handicap invisible qui est complexe, c'est difficile à expliquer. Malgré les difficultés, qu'est-ce que ta différence t'a apporté de beau? Ben, tantôt, là, je t'ai nommé plusieurs organismes là, au cours de l'entrevue. Ben, je pense que ce que ça m'apporte de beau, cette différence-là, c'est que ça m'apporte une couleur différente. Ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit puis de tolérance que c'est pas la plupart des gens ont. Qu'aimerais-tu que les gens comprennent de cette réalité-là?
Ben, le côté que je trouve plus difficile, c'est que je voudrais que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on a un handicap invisible qu'il n'est pas existant. J'aimerais que les gens fassent un petit peu preuve. Je dis pas qu'ils font pas preuve de tolérance, c'est pas ça, mais que qu'ils partent pas sur l'idée que parce que t'es têtu, tu justifies ou t'argumentes que c'est juste t'es une tête de cochon. Je suis pas tête de cochon, mais je suis peut-être pas juste ça. D'essayer de voir au-delà de la couverture un peu. Est-ce qu'il existe des outils d'adaptation qui changent réellement le quotidien? Oui, ben tout à l'heure, j'ai parlé de la campagne hashtag J'aime mon 10. L'outil d'adaptation, ça s'appelle comment ils appellent ça? Lexibar. C'est un ordinateur qui permet, quand je parle là, de la dyspraxie, ça rentre dans les troubles d'apprentissage, puis il y en a à peu près 6. Puis là, moi, j'ai parlé spécifiquement de la dyspraxie visuelo-spatiale. Mais, si je prends juste la mienne, il y a à peu près 8 variantes là-dedans. Okay. Fait que ça, c'est des outils qui peuvent être utiles. Et quand on a expliqué quelque chose à une personne dyspraxique, ben, c'est de le décomposer étape par étape, là, un peu comme mon exemple là, du livre de la bibliothèque. T'sais, si je dis range un livre, moi, c'est pas assez précis. Faut que tu me dises range le livre en bibliothèque, section A, B, 2. Là, c'est précis. Quel conseil que tu aimerais donner aux parents qui remarquent certains signes chez leur enfant? Ben, je dirais d'être bienveillant envers eux et envers leurs enfants parce que c'est des choses qu'on ne peut pas voir d'emblée. On peut s'en rendre compte à peu près à 5 ans, comme ça peut arriver dans mon cas à 44 ans. Puis, tu sais, dans les gens que j'ai cités, il y en a qui le savaient à 6 ans. Moi, je l'ai su à 44 ans. D'aller voir un ergothérapeute, puis de ne pas attendre au public parce que ça va vous prendre une éternité. Si vous avez une chance, ben, allez à Dagobert et compagnie. Ils vont savoir vous diriger où il faut, puis aux bons endroits. Okay. Mais je dirais, là, la première des choses, c'est l'ergothérapeute. C'est la clé pour savoir dans quoi vous en allez. Je peux terminer aussi pour dire, d'avoir des exemples là, de... Moi, je me sens moins seule là, dans mon trouble depuis que je sais qu'il y a des vedettes qui l'ont. Dont Daniel Radcliffe qui a fait Harry Potter, t'as Bill Gates, après ça, t'as Albert Einstein. Fait que, je me dis, si eux autres sont capables de réussir, t'as même Walt Disney, regarde, c'est pas parce que t'es différent puis que t'apprends autrement que tu peux pas réussir. Là, je viens de vous en nommer quelques exemples. Ben, je pense que c'est ça que les enfants ils ont besoin d'entendre, puis pour mettre l'avant nos belles forces, puis je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé que ça soit, que ça ait fait partie de mon vécu jeunesse, mais là où je suis contente, c'est que ça prend justement des défenseurs comme toi pour que ça prenne un autre chemin. Selon toi, qu'est-ce que la société devrait enfin comprendre sur les personnes qui ont une dyspraxie? Ben, en fait, le changement que je souhaite, c'est qu'ils comprennent que c'est pas parce que nos forces sont différentes qu'ils sont pas valables. Puis je pense qu'il faut qu'ils comprennent que, tu sais, un des mythes qu'on a beaucoup avec la dyspraxie, c'est que, tu sais, elle fait exprès, ça va changer avec le temps. Ça ne se change pas avec le temps. J'ai 49 ans, puis j'ai encore de la misère à attacher mes lacets. T'aurais beau me le dire 40 000 fois, ça va être encore ça. Fait qu'à un moment donné, prends-moi comme je suis aussi, puis tu sais, essaie pas de transformer quelque chose qui se transforme pas. Au-delà des masques, oui. Qu'est-ce que cette différence neurologique t'a appris sur toi-même? Moi, ce que ça m'a appris, ben, c'est que je suis capable de me dépasser, je suis capable d'être positif, puis oui, j'ai des belles qualités, mais c'est un défi que j'avais envie de me donner, puis là, ben, je suis contente parce que j'ai réussi à le faire. Ben moi, je suis contente que tu l'aies fait avec moi parce que bien contente de t'avoir rencontré. Oui, moi aussi, ben, c'est surtout ça qui a fait aussi que j'ai eu l'envie de le faire parce que je me sentis en sécurité. Quand je suis pas en sécurité, je vais pas là, puis je prends fuite. Puis là, le fait de me sentir en sécurité, le fait que tu m'as mis en confiance, qu'il y ait une pré-entrevue, puis après ça, ça soit fait sans fioriture, naturel, c'est ce côté-là authentique que j'ai aimé, qui a fait que là, j'ai fait « Ah, OK, là, il y a quelque chose là. » Ah, ben c'est cool. Mais je te remercie beaucoup, Marie-Ève. Merci de votre temps, c'est super.
Puis écoute, plaisir pour moi de t'avoir rencontré. Ouais, moi aussi, je suis super contente. C'est bien. Merci d'avoir été des nôtres. Et si vous avez, vous aussi, envie de participer à une de nos entrevues, que vous soyez neurodivergent, conjoint ou parent d'un neurodivergent, il nous fera plaisir d'entendre votre histoire au-delà des masques. On a appris à sourire pour cacher nos hivers, à dire que tout va bien, même quand tout se perd, à marcher doucement pour éviter le bruit, pendant qu'au fond de nous, ça crie la nuit. On s'est souvent senti différents sans comprendre, comme si le monde autour parlait une autre langue, à chercher notre place sans jamais la trouver, en portant un masque pour mieux se camoufler. Au-delà des masques, y a des cas qu'on oublie, des étoiles fragiles qui veulent une place dans la vie. Au-delà des masques, y a des cœurs authentiques, des regards sensibles et des vies atypiques. Derrière chaque masque on dort en silence, y a du monde rempli d'intelligence, des façons d'aimer, de voir et de ressentir qui méritent enfin le droit de fleurir. Des chemins différents mais tout aussi vrais, qui n'attendent qu'un regard pour enfin respirer. Des voix qu'on n'a pas souvent entendues, qui veulent simplement être reconnus. Au-delà des masques, y a des gens qu'on n'entend pas, des milliers de battements qui te mentent juste